À l'ouest de Paris, s'étire une avenue qui ne ressemble à aucune autre. Elle est considérée comme la plus belle du monde. Il s'agit des Champs-Élysées, lieu de toutes les luttes et de tous les rassemblements. Cette artère longue de près de 2 km est terminée par 2 places mythiques. La Concorde avec son obélisque de 3000 ans et l'Étoile avec son arc de triomphe, l'un des plus grands du monde. Les Champs-Élysées sont aussi prestigieux que surdimensionnés. Il y a la volonté de donner à cette avenue une vocation monarchique, impériale, puis nationale. L'Arc de Triomphe et l'obélisque sont évidemment deux expressions de la puissance française de l'époque. Comment une telle artère traversant plusieurs quartiers de la capitale a-t-elle pu être imaginée? Dès le départ, les Champs-Élysées ont pour vocation d'être la demeure du roi. C'est un projet extrêmement ambitieux, grand, lourd, c'est des travaux absolument titanesques. Quels sont les défis à peine croyables que les ingénieurs ont dû relever? L'Arc de Triomphe pèse environ 50 000 tonnes. Eh bien, il y a l'équivalent 50 000 tonnes en fondation. Pourquoi la construction du château de Versailles a-t-elle failli condamner l'avenue? On sait que les finances de Louis XIV ont été assez aléatoires et extrêmement mangées par les différentes guerres, conquêtes et constructions de places fortes. Voici l'histoire des Champs-Élysées, la naissance d'une légende. Avenue la plus fréquentée d'Europe, avec 100 millions de visiteurs par an et un trafic de 65 000 véhicules par jour, artère principale de l'ouest parisien, les Champs-Élysées symbolisent la grandeur, mais aussi une partie de l'histoire française. Son créateur, le roi des constructions gigantesques, Louis XIV. Une avenue royale aux dimensions pharaoniques. 1910 mètres de long, soit la succession de 4 rames de TGV. 70 mètres de large, de quoi loger 2 paquebots l'un à côté de l'autre. Avenue Capitale, les Champs-Élysées abritent également 2 des monuments les plus connus au monde. L'Arc de Triomphe au centre de la place de l'Étoile, d'où partent 10 autres avenues. Et le mythique obélisque, autour duquel gravite tout Paris sur la place de la Concorde. Mais comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? Et pourquoi là? Pour le comprendre, il faut remonter le temps et revenir à l'époque où la célébrissime avenue n'était encore qu'un marécage. Voici Paris en 1664. Une ville à l'allure encore moyenâgeuse, cerclée de remparts et de fortifications. Mais dans très peu de temps, tout cela va changer. Car Paris abrite la résidence d'un roi qui veut révolutionner l'image de son pays, Louis XIV. Depuis quelques années, il fait bâtir un gigantesque château à Versailles. Mais son autre cheval de bataille, c'est Paris, la capitale. Car la ville est en pleine mutation. La taille de Paris est extrêmement rétrécie par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Paris est alors une ville médiévale, emplie de ruelles étroites et pas forcément d'une odeur excellente. On est quand même dans une ville de Paris au XVIIe siècle qui se développe, qui est un peu serrée dans ses murs, qui veut aller plus loin. Tout Paris est entouré de champs, de cultures maraîchères et on voit très bien que Paris forme un bloc et que ce bloc monte une fumée, c'est-à-dire qu'il y a de l'activité. Et en fait, là, dès que vous sortez un peu de Paris, vous êtes dans la campagne. Les remparts ils vont être démolis sous Louis XIV, où il prend une décision politique assez folle en disant Paris, la capitale du royaume, n'a plus besoin d'avoir de remparts, parce que dorénavant, les remparts de la France sont à Lille, Strasbourg, Briançon. Le royaume est désormais suffisamment fort pour être protégé depuis l'extérieur, depuis les frontières extérieures. Fraîchement libérée de ses frontières, la capitale va enfin pouvoir s'ouvrir et s'étendre,
à commencer par la partie ouest, car elle est très fréquentée par le roi. En effet, jusqu'ici, le roi vivait au palais des Tuileries, l'actuel Louvre, demeure des souverains depuis 2 siècles. Mais Louis XIV se rend régulièrement dans le chantier de son nouveau château à Versailles, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Sans oublier une autre propriété, le château de Saint-Germain-en-Laye, où il aime chasser. Et il y a une raison pour laquelle le monarque s'éloigne si souvent de Paris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous la Fronde, les parlementaires ont tenté d'enlever Louis XIV. C'est la peur de Paris, la peur de la Révolution parisienne, qui l'amène à penser qu'il faut éloigner le centre du pouvoir, de façon à garder une certaine liberté. Seulement, les chemins sont accidentés et sinueux, et le trajet particulièrement difficile. Pour le jeune souverain bâtisseur, cette situation n'est pas acceptable. Il faut simplifier la carte et trouver une solution pour que ces déplacements soient plus aisés et plus rapides. Il navigue entre les deux. Il prend souvent cette route entre Paris et Saint-Germain-en-Laye qui passe à l'emplacement peu ou prou des actuels Champs-Élysées. Et il vient l'idée de faire une espèce de perspective, justement, pour accompagner le roi. La vocation des Champs-Élysées est dès le départ déterminée par le fait qu'il symbolise la monarchie absolue du roi Louis XIV qui, avant d'aller vivre à Versailles, vivra aux Tuileries. Louis XIV ne perd pas de temps, et c'est un homme bien connu du roi qui va bientôt donner vie à ce projet. Pour créer une percée grandiose, le ministre du roi Soleil, Colbert, fait appel à un homme en qui il a toute confiance, André Le Nôtre. Ce réaménagement, Colbert le confie à André Le Nôtre, qui est premier jardinier du frère du roi et jardinier de Louis XIV. À cette date, Le Nôtre a déjà replanté le parterre de Fontainebleau. Il a travaillé à Saint-Germain et à Versailles. Le grand jardinier est nommé responsable du projet. À lui de trouver une solution pour que l'ouest de Paris devienne facile d'accès. Mais il est trop compliqué de modeler 20 km de route pour aller jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Alors André Le Nôtre va avoir une idée. Il veut concentrer tous les moyens au départ de la résidence des Tuileries et créer un axe royal. Une ligne droite de 2 km de long qui permettra au roi de quitter rapidement Paris. Elle portera le nom de Grand Cours et devra être aussi prestigieuse et soignée que le jardin des Tuileries. L'origine, la matrice de l'avenue des Champs-Élysées qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'allée centrale du jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, à cette époque, s'arrête avant la place de la Concorde actuelle et il est planté de carrés d'arbres et de buissons. Le Nôtre remanie les jardins et il va créer cette perspective du Grand Cours, qui ne s'appelle pas encore les Champs-Élysées, jusqu'à l'Étoile. C'est un acte totalement extraordinaire d'anticipation urbaine. Il n'y a rien, il n'y a que la campagne. Et cet axe, donc projeté au milieu de nulle part, va permettre de structurer tous les quartiers de l'ouest de Paris. Des centaines d'ouvriers sont appelés à rejoindre le chantier du Grand Cours. Et leur travail principal va consister à rendre praticable un terrain qui ne l'est pas à l'origine. Mais aussi créer une vraie route pour le passage du carrosse royal. Il fallait aplanir, niveler le terrain, apporter des terres pour combler des creux, en enlever ailleurs pour araser des monticules. C'était un chantier très important puisqu'il s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. On fait appel à différents corps de métier, des terrassiers, des jardiniers, des charretiers pour transporter les gravats ou apporter de la terre, des pépiniéristes pour fournir les plants d'arbres. En 2 ans, l'axe de 2 km se concrétise. La première moitié est même totalement terminée sans aucun problème. Elle s'étend sur environ 1 km, de la résidence royale des Tuileries à un premier rond-point.
En 1666, une perspective se dessine alors vers l'ouest de Paris. C'est une allée centrale et puis des allées d'arbres doubles en général, très réguliers, plantés, où on peut marcher sous les arbres. Alors cela était particulièrement large, justement pour ouvrir vers la perspective. Cette époque de Louis XIV est une époque assez fantastique parce qu'il y a cette idée de structurer la nature et la campagne et montrer que finalement l'homme est quasiment pas l'égal de Dieu, mais a ce rapport capable de domestiquer la nature. Cette route fait le bonheur des Parisiens. Aux portes de Paris, il y a désormais un lieu propice à la promenade et à la contemplation. Mais un élément supplémentaire va permettre au lieu de forger sa légende, son nom. Adieu le Grand Cours, désormais l'axe est rebaptisé les Champs-Élysées. Un nom qui ne doit rien au hasard. Le terme de Champs-Élysées fait référence à l'Antiquité gréco-romaine, puisque les Champs-Élysées étaient l'espace où se promenaient les héros grecs après leur mort. Un espace de quiétude et de sérénité. Cette toile est une illustration des Champs-Élysées telles qu'on se les imaginait sous l'Antiquité. Une représentation hautement symbolique pour Louis XIV. Les Champs-Élysées, c'est là où règne un roi civilisé. Un peu finalement comme l'image que voulait donner Louis XIV de son règne. Lui qui se représentait très souvent en Apollon. Peu à peu, ce changement de nom va modifier la perception des Parisiens sur l'avenue. Et ça aussi fait écho à la plus belle avenue du monde. C'est assez culotté d'appeler ça les Champs-Élysées. Quand on pense à la référence mythologique, c'est un peu, si j'ose dire, the place to be. Il y a évidemment des tavernes, il y a évidemment des marchands ambulants, enfin tout ce qu'on peut trouver à l'époque de distraction. Les Champs-Élysées sont une réussite. Non seulement le premier tronçon facilite les déplacements du roi, mais il profite aussi à la population parisienne. Seulement, alors que la suite des travaux doit reprendre en vue de construire la deuxième partie de l'avenue, un autre chantier va tout remettre en question et compromettre l'aboutissement du projet. Nous sommes en 1682. 18 ans après le début des travaux, les Champs-Élysées sont à l'arrêt. Le deuxième kilomètre de route qui devait être tracé ne l'est pas. Pire, le premier kilomètre si apprécié du roi et des Parisiens commence à se dégrader. Et la raison s'appelle Versailles. Le problème, c'est que Louis XIV a décidé de faire de Versailles la résidence principale de la cour. Donc, une quinzaine d'années à peine après l'achèvement du jardin des Tuileries, l'entretien des Tuileries et de l'avenue se trouve négligé puisque le chantier de Versailles pompe toutes les finances des bâtiments du roi. Versailles coûte une fortune, il y avait plusieurs milliers d'ouvriers qui travaillaient en permanence à Versailles. Et on sait que les finances de Louis XIV ont été assez aléatoires et extrêmement mangées par les différentes guerres, conquêtes et constructions de places fortes. Le gouffre financier qu'est Versailles écarte tout espoir de poursuivre le projet des Champs-Élysées. Pendant 30 ans, l'avenue existante devient une route de campagne mal famée. Elle tombe progressivement en désuétude. Disons que le projet n'a pas fait long feu, puisque de toute façon, à partir du moment où la cour séjourne à Versailles quasiment en permanence, on n'a plus besoin d'aller des Tuileries à Versailles et d'emprunter la Grande Avenue. Et il va malheureusement falloir attendre un événement funeste pour relancer le projet. Versailles, le 1er septembre 1715. Il est 8h15. Louis XIV décède 4 jours avant son 77e anniversaire. Pour se rapprocher des Français, le jeune Louis XV, qui n'a alors que 5 ans, est rappelé aux Tuileries. Ce retour du pouvoir à Paris va remettre au goût du jour le projet des Champs-Élysées. La seconde partie de l'avenue magistrale, autrefois pensée par Louis XIV, va enfin pouvoir se poursuivre.
Mais une fois encore, la route est semée d'embûches. Un premier obstacle s'impose immédiatement, un ruisseau. Il coupe la route et s'en va se jeter plus au sud dans la Seine. Impossible de le contourner. Il n'y a en fait qu'une seule solution. Un pont va être construit à hauteur de la rue de la Boétie et du pont de l'Alma, dans la prolongation de la rue de la Boétie, qui va permettre aux promeneurs d'éviter d'avoir à traverser ce qui est alors le Grand Égout, qui est en fait un ruisseau qui descend de Ménilmontant et qui charrie toutes les poubelles de Paris, donc ce qui ne va pas être très agréable pour les promeneurs. Le Grand Égout, c'est une des limites, je dirais pas non pas naturelle, mais une limite presque géographique de l'Ouest parisien. Pour franchir cette limite et continuer le tracé rectiligne de Le Nôtre, Louis XV fait jeter un pont de pierre au-dessus du ruisseau insalubre et nauséabond. Il est décidé qu'au fur et à mesure des années, l'égout devra être totalement comblé. Mais l'horizon est très vite assombri par un nouvel obstacle, car à quelques centaines de mètres de là, sur le bourg de Chaillot, se dresse une colline de 60 mètres de haut. Ce qu'il y a, c'est qu'on est bouché, au fond, puisqu'il y a la colline de Chaillot, qui fait une espèce de monticule, où il y a encore des carrières, une colline où on travaille. Donc c'est pas une belle fin de perspective. Il y a à cet endroit-là, en effet, plusieurs routes qui arrivent, la route de Neuilly, mais aussi d'autres routes qui arrivent. Ça forme un vrai rond-point, au sommet d'une butte. La butte reçoit le nom de l'Étoile en référence au rond-point qu'il y a dans les forêts de chasse. Ces ronds-points permettent d'avoir une vue panoramique sur les allées en question et de voir le passage des animaux qu'on chasse. Une fois encore, une décision doit être prise. Supprimer de la carte une telle colline est inenvisageable. Seule solution, l'aplanir, diminuer le dénivelé et créer un gigantesque faux plat. Voici le projet. Sur son flanc ouest, la colline ne pose pas de problème. Elle descend en pente douce vers le bois de Boulogne. Une porte de sortie parfaite pour les carrosses qui quittent Paris. Côté est, en revanche, la colline est trop abrupte. Il va donc falloir réduire la taille de la colline en la creusant par le haut. Et ainsi récupérer la terre pour combler la pente sur environ 1 km de distance. Ce qu'on appelait donc la montagne de Chaillot, qui accueillait déjà un carrefour et qui s'appelait déjà le carrefour de l'Étoile, est remodelée. Elle est remodelée dans le sens où on l'étête quelque part et on lui fait perdre 5 mètres de hauteur. On va faire en sorte d'avoir une pente plus régulière et en même temps de faire en sorte que la mise en perspective soit la plus belle possible par rapport à cette place circulaire. En 1768, façonner un tel relief naturel est un travail qui dépasse l'entendement. Les chantiers de l'époque sont, celui-là, comme beaucoup d'autres, sont titanesques et ils sont faits à bras d'homme. Qu'on a du mal à imaginer, mais il devait y avoir une espèce de fourmilière d'hommes avec des pelles, des pioches et des brouettes qui aplanissent. On ne va pas aller à des kilomètres déverser les gravats, donc on vient devant, autour, et on essaye de niveler des terrains en pente douce plutôt que d'avoir un mont qui émerge. Donc on monte tout doucement et on aplanit au fur et à mesure. Les ouvriers vont ainsi passer 6 ans. 6 ans à éroder la colline de Chaillot et à adoucir sa pente. La butte perd jusqu'à 8 mètres par endroit, l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Dans le même temps, l'allée centrale est nivelée pour rendre le sol praticable aux piétons et aux carrosses. Puis une fois la colline aplanie, le chantier se poursuit par la création d'une gigantesque place en forme d'étoile, d'où partiront plus tard 8 avenues, et qui marquera l'entrée dans la capitale. Une entrée qui sera délimitée par une barrière et 2 pavillons. Donc c'est un péage dans lequel on paye pour rentrer en tant que personne, en tant qu'individu, et on paye pour rentrer et sortir des marchandises. C'est encore la campagne, cette barrière, elle est construite vraiment quasiment encore dans des endroits extrêmement ruraux, et elle intègre la place de l'Étoile. Du jardin des Tuileries à la place de l'Étoile, le tracé des Champs-Élysées est désormais terminé.
Mais la célèbre avenue n'est encore qu'une route de campagne agrémentée de quelques bâtisses. Il va falloir attendre l'arrivée d'un homme et sa folie des grandeurs pour que l'axe bascule dans une nouvelle ère. « 2 décembre 1805, à Austerlitz, en Autriche. Ce jour-là, celui qui règne sur la France, Napoléon Ier, remporte une victoire éclatante contre ses ennemis allemands et autrichiens. Napoléon veut crier sa réussite, et quoi de mieux qu'un monument pour le faire ? Il comprend l'arme politique que constituent ces victoires et il veut capitaliser politiquement sur ces victoires en les concrétisant par des monuments à la gloire de ses armées. Il promet à la Grande Armée de rentrer dans leur foyer sous des arcs de triomphe. Et dès le retour à Paris, dès début 1806, effectivement, il va ordonner la construction d'un arc de triomphe. Napoléon n'est peut-être pas architecte, mais il est visionnaire. Avec cette référence aux grandes victoires gréco-romaines qu'est l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées sera encore plus majestueuse. Et c'est tout naturellement, place de l'Étoile, tout au bout de la Grande Avenue, qu'il prendra forme. Pour les architectes en charge du projet, c'est un vrai défi architectural, car jamais rien d'aussi massif n'a été construit jusqu'alors. Le monument sera tétrapile, autrement dit, assis sur 4 piliers. Mais surtout, il sera 2 fois plus imposant que les arcs érigés du temps des Romains. Ses dimensions, 50 mètres de haut par 45 mètres de large. Ainsi, l'arc sera visible depuis l'autre bout des Champs-Élysées, à 2 km de là. Le projet de construction de l'arc s'est trouvé être extraordinaire par les proportions qu'il fallait lui donner, parce qu'on n'a pas de modèle équivalent, on ne connaît pas de modèle équivalent à cet arc. La quasi-totalité des modèles font moitié de la taille de l'Arc de Triomphe. On est en face d'un monstre, quoi, au niveau de la typologie. À avenue unique, monument unique. Seulement, tel qu'il est prévu, l'Arc de Triomphe est si imposant qu'il y a un vrai risque d'effondrement. Une seule solution, prévoir des fondations à la hauteur de l'édifice. Août 1806. Le chantier des Champs-Élysées se poursuit avec la construction de l'Arc de Triomphe. Les ouvriers vont commencer sous terre avec les fondations. Et c'est une entreprise titanesque qui s'annonce. La première année du chantier est compliquée. Il faut prévoir des fondations très solides pour porter les masses qu'on envisage, la taille déjà extraordinaire qu'on envisage pour le monument. Il y a toute une première période de chantier où on doit construire ce qu'on appelle le massif de fondation sur 8 mètres de profondeur, l'équivalent en poids de ce qui va être porté en fait. Il y a l'Arc de Triomphe en tant qu'objet de superstructure, c'est-à-dire extérieur à la terre, pèse environ 50 000 tonnes. Eh bien, il y a l'équivalent 50 000 tonnes en fondation. Donc le début du chantier est marqué par ça. Une entreprise d'autant plus compliquée qu'elle doit se faire sur un terrain particulièrement capricieux. En sous-sol, la colline de Chaillot, aplanie pour la construction des Champs-Élysées, est un véritable gruyère de galeries naturelles. Le travail de consolidation commence alors. C'est un projet extrêmement ambitieux, grand, lourd au sens propre du terme. La colline de Chaillot a hébergé des carrières, on est sur un sol peu stable, on doit construire en sous-œuf pour porter cette espèce d'énorme édicule. Pour être parfaitement ancré au sol, l'Arc de Triomphe va reposer sur une gigantesque plateforme trapézoïdale, plus grande que l'arc lui-même, avec une épaisseur équivalente à la moitié d'un immeuble. Dernier obstacle, la pierre. Elle devrait être la plus résistante possible. Et justement, il y en a une qui offre toutes les garanties requises.
Pour la partie qui porte le monument, c'est de la pierre de Château-Landon, c'est en Seine-et-Marne, à côté de, pas loin de Nemours. Donc c'est de la pierre très dure et qui devient de plus en plus dure avec le temps. C'est une pierre ensuite qui a un grain donc serré et donc visuellement, on est capable de donner une expression très nerveuse, très vive, qui va bien avec le vocabulaire néoclassique choisi par Charles Grin. Et enfin, c'est une pierre qui a une dernière particularité, c'est une pierre qui se patine, mais qui se patine en blanc. Et donc, il y a une espèce de curiosité constructive et presque chimique qui voit que plus le monument vieillit, plus il devient pur en étant blanc, quoi. Après ses débuts, il y a près de 150 ans, le chantier de l'avenue des Champs-Élysées se poursuit dans la démesure. Peu à peu, l'immense chape de pierre se forme dans les sous-sols de l'Étoile. Puis c'est au tour de l'Arc de Triomphe de se dresser au-dessus de la surface. Pour ériger ces 4 piliers, les ouvriers manipulent via des systèmes de poulies des blocs de pierre pesant jusqu'à 2 tonnes. La pénibilité du travail est telle que chaque mètre construit est une victoire. Mais alors que le chantier se poursuit et que les équipes parviennent à faire pousser de terre cet arc, l'empereur fait soudainement tout arrêter. « 12 mars 1810, le chantier des